Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour tester le Fujifilm X Pro 3, le dernier né de chez Fuji. Alors c'est un test un peu difficile puisque c'est vraiment un appareil photo particulier. Il est particulier par son ergonomie principalement, et en même temps il est vraiment très polyvalent de par son héritage du X-T3. On va commencer par une rapide présentation du X Pro 3. Tout d'abord, il a beaucoup de similitudes avec le X-T3 qui est un appareil photo de la même génération avec qui il partage son capteur, son processeur, l'essentiel des menus, le fait d'avoir deux slots de carte SD, UHS-2, la même batterie, la même montée en ISO et finalement le même rendu JPEG très qualitatif caractéristique de chez Fuji. Le X Pro 3 a quand même un certain nombre de différences avec le X-T3, avec des trucs en plus et des trucs en moins. Au niveau de ce qu'il a en moins, ça va d'abord être au niveau ergonomie, qui va avoir un pad directionnel en moins derrière, et d'autre part au niveau de la vidéo. Au niveau de ce qu'il a en plus, il va avoir un autofocus capable de faire la mise au point jusqu'à -6 EV, donc dans des conditions de luminosité très très faibles. Le X-T3 était capable de faire jusqu'à -5, donc c'était déjà vraiment très bien, et personnellement j'ai pas vu vraiment de différence. Le X-T3, je pouvais faire des photos par exemple dans des concerts très très sombres, et j'ai jamais eu trop de problèmes de mise au point. J'ai pas pu tester le X Pro 3 dans des conditions extrêmes, mais j'ai fait de la photo de rue la nuit avec l'éclairage urbain, et j'ai eu aucun problème de mise au point. Donc vraiment là-dessus, je pense qu'on atteint la limite, il peut faire l'autofocus dans à peu près n'importe quelle condition lumineuse. Il y a aussi des nouvelles options de traitement au niveau des JPEG, donc il y a une nouvelle simulation de film qui s'appelle le Classic Neg, qui est vraiment très chouette. Il y a la possibilité de régler la clarté, un petit peu comme le curseur clarté de Lightroom, mais directement sur les JPEG sortis du boîtier. Le X Pro 3 est maintenant capable de faire du HDR en interne. Donc comment ça se passe? Au niveau du bouton Drive, on va se mettre sur HDR, on va viser, on va appuyer sur le déclencheur, il va prendre 3 photos, et ensuite il va processer le HDR en interne. Donc là vous avez vu, ça a pris 3 secondes à peu près, et ensuite on a une image avec un haut niveau de dynamique. Il y a un léger crop dessus, mais ce qui est pas mal, c'est qu'on peut le voir directement sur l'écran de prévisualisation, on a un léger zoom dans l'image. Par contre, l'image finale sera quand même de 26 mégapixels, ce qui veut dire qu'en fait, il va légèrement tailler dans l'image pour pouvoir aligner les 3 prises de vue, donc ce qui permet des prises de vue à main levée, ce qui est pratique, mais par contre ensuite des 24 pixels, il va étendre l'image pour refaire une image de 26 pixels. C'est un peu dommage, puisque moi je préfère avoir une image de 23 mégapixels par exemple, avec une bonne définition, plutôt qu'une image de 26 mégapixels qui sera un peu floue, qui sera moins nette, avec un moins bon piqué, puisque forcément quand il a augmenté la résolution de l'image virtuellement, ça lui demande des efforts et il doit recalculer les pixels qu'il n'a pas. Cela dit, si on zoome pas trop dans l'image, le rendu reste tout à fait correct et donne des bons HDR à la fois dynamiques et réalistes. Donc ça peut vraiment être pratique dans certaines situations où on a des scènes avec un fort contraste et on a besoin d'envoyer rapidement des JPEG. Il y a aussi des nouvelles options au niveau de la distance de mise au point. Donc la première, c'est un focus bracketing amélioré. Donc on va lui donner un endroit à commencer à faire la mise au point, un endroit où finir la mise au point, et il va faire pas à pas les 10 photos en changeant la mise au point à chaque fois. Donc ça c'est pas mal utile en paysage ou en macro. L'autre option, c'est le focus limiteur. C'est vraiment une option super pratique et je me demande pourquoi elle arrive aussi tard sur les appareils photo. On va lui indiquer la distance de mise au point minimale et la distance de mise au point maximale, et ensuite il va chercher à faire une mise au point uniquement entre ces deux distances. Donc il va gagner beaucoup de temps, il va jamais aller chercher une mise au point à l'infini, par exemple si on lui a dit qu'on voulait au maximum 10 mètres, ni sur un objet trop proche si on voulait 2 mètres. Donc ça évite pas mal de problèmes. Si on est dans une situation, par exemple sur le bord d'un terrain de sport, on sait qu'on va être entre 5 mètres et 50 mètres par exemple. Voilà, on va pas chercher à faire une mise au point sur un truc qui passerait plus près, etc. Mais tout ça, toutes ces améliorations, finalement, c'est des améliorations logicielles qui pourraient très bien voir le jour sur le X-T3. Est-ce qu'elles verront le jour? Je sais pas. J'espère quand même, ça me semblerait légitime, mais pour l'instant, c'est des exclusivités au X Pro 3. Dans tous les cas, tout ça, c'est vraiment logiciel et c'est en grande partie sur les JPEG, donc ça concerne que les gens qui bossent en JPEG. Ce qu'il a vraiment en plus physiquement par rapport au X-T3, c'est son viseur optique qui fait vraiment sa particularité. On en parlera longuement dans ce test. Et il a aussi une finition titane. Donc la plate du bas et du haut sont en titane, et il y a des finitions dites Duratec avec un revêtement carbone proche du diamant. Sur les plaques en titane, personnellement je pense que c'est vraiment un argument de vente et que ça sert à rien. J'ai fait tomber plusieurs fois d'appareils photo et il n'y a jamais eu de problème sur la plaque du dessus ou du dessous. Si on fait tomber un appareil photo, le plus risqué c'est évidemment l'objectif
qui risque de se casser, ou alors des petits détails, des petites molettes, des petits boutons. Le fait d'avoir une plaque supérieure et inférieure en titane ne change vraiment rien au problème de la solidité de l'appareil photo. Quant à la finition du Duratec, j'ai pas pu la tester, mais visiblement ça la rend très résistant aux rayures. Est-ce que ça sert à quelque chose d'avoir un appareil photo qui est plus résistant aux rayures? Personnellement, mes vieux appareils photo ont des petites rayures, des petites éraflures un peu partout, ça les empêche pas de fonctionner. Donc pour moi, c'est vraiment plutôt un argument qui permet de justifier un prix plus important dont on parlera aussi dans le test. Si on le compare à la génération précédente, au X Pro 2, qu'est-ce qu'on constate comme différence? La première différence, ça va être qu'il va bénéficier de l'essentiel des nouvelles technologies du X-T3, de la troisième génération, donc principalement un gros boost sur la vidéo, puisqu'il hérite de quasiment tout ce que fait le X-T3, à quelques restrictions près, mais quand même, ça donne un appareil très bon en termes de vidéo. D'autre part, il va avoir un boost de résolution, donc il passe de 24 à 26 mégapixels avec le nouveau capteur, et il va bénéficier surtout de nouveaux systèmes d'autofocus de la troisième génération, qui est vraiment très bon. L'autofocus de la deuxième génération de chez Fuji était tout à fait satisfaisant, mais voilà, on a atteint vraiment un autre niveau avec la troisième génération. Au niveau de ce qu'il va avoir en moins, ou disons de différent par rapport au X Pro 2, le X Pro 3 a un viseur optique avec un zoom de 0,52 fixe unique, alors que le X Pro 2 avait un niveau de grossissement de 0,36 ou de 0,60, ce qui permettait de basculer selon les objectifs. Là, avec le X Pro 3, on se retrouve avec un niveau de grossissement entre les deux de 0,50. Ce qui va perdre derrière, c'est le pavé directionnel qu'on avait sur le X Pro 2 ici et qu'on a pu sur le X Pro 3. Et surtout, le gros changement, c'est au niveau de l'écran. Sur le X Pro 2, on avait un écran arrière fixe. Sur le X Pro 3, on se retrouve avec un petit écran de contrôle comme ça, et avec le vrai écran qu'on ouvre comme ça. Sur le X Pro 3, on a donc un écran caché qu'il faut ouvrir pour y accéder. Au niveau de son positionnement, donc surtout par rapport au X-T3, c'est un peu compliqué puisque globalement, c'est un appareil photo qui est moins capable que le X-T3, qui a moins de caractéristiques techniques et qui est sorti après et plus cher. Pour mémoire, le X Pro 2 était sorti donc avant le X-T2, donc du coup ça lui permet d'avoir un petit peu d'avance et d'apporter de nouvelles fonctionnalités, alors que tout ce que apporte le X Pro 3 quasiment se retrouve déjà sur le X-T3. Il est nettement plus cher puisque aujourd'hui il vient de sortir, il se trouve autour de 1900 € nu dans sa version de base, encore plus cher avec les versions Duratec, alors qu'un X-T3 avec toutes les réductions, les promos, les offres, etc. se trouve à 1100 €, 1200 € max nu. Donc on approche les 2000 €, ça fait 70% plus cher qu'un X-T3 pour un appareil photo qui a des caractéristiques techniques quasiment identiques, légèrement inférieures même. Du coup, Fuji a fait un choix radical d'avoir une ergonomie vraiment différente sur le X Pro 3 pour le positionner différemment. Tout d'abord, on a un viseur qui se trouve non pas au centre comme sur un X-T3, mais sur la gauche, et qui est un viseur à la fois électronique ou optique. Ensuite, on a une ergonomie différente avec un petit écran de contrôle uniquement à l'arrière et non pas un vrai écran. Et si on veut le vrai écran, il faut ouvrir comme ça l'appareil photo. On a donc une ergonomie vraiment différente et c'est là-dessus qu'on va vraiment se concentrer au niveau du test. On perd aussi par exemple le pavé directionnel sur la version X Pro 3. Avant de parler de l'ergonomie, on va quand même rapidement évacuer le sujet de la vidéo. Le X Pro 3 perd pas mal de choses par rapport à un X-T3 en vidéo, mais il est quand même capable de faire du 4K UHD ou DCI jusqu'à 30 images par seconde et du 1080 jusqu'à 120 fps. Par rapport au X-T3 qui plaçait la barre très haut en termes de vidéo, on perd le 400 mégabits, on perd le 10 bits en interne, on perd la sortie HDMI, on est limité à 15 minutes d'enregistrement en 4K, et il n'a pas de port micro standard. On peut quand même en mettre un via un adaptateur. Et enfin, un gros point négatif, c'est que l'écran est inutilisable quand on est positionné sur un trépied ou sur un gimbal. Et comme il n'a pas de sortie HDMI, on ne peut pas compenser facilement avec un écran externe. Donc il perd beaucoup de choses par rapport au X-T3, mais il ne faut pas oublier que le X-T3 plaçait la barre vraiment haut en termes de vidéo. Pour un appareil photo qui est clairement orienté photo, principalement photo et pas vidéo, c'est quand même un appareil photo qui est très capable au niveau vidéo. On va maintenant aborder la prise en main du X Pro 3. Donc évidemment, elle est très particulière puisqu'on a un viseur optique et qu'on n'a pas d'écran à l'arrière, enfin en tout cas pas visible directement. À l'arrière, on a donc un joystick qui est très agréable à utiliser, j'ai pas eu de problème, c'est le même que le X-T3. On a un grip à l'avant que j'ai trouvé un peu petit. Il est un petit peu plus petit que celui du X-T3, donc pas hyper agréable, on ne tient pas hyper bien l'appareil photo. Par contre, il y a une espèce de petit renfoncement devant qui pour le coup lui est assez agréable, ça renforce quand même un peu la prise en main. À l'arrière, on a un espèce de décalage pour le pouce qui est un peu plus important que sur le X-T3, qui est là assez pratique à utiliser. Donc les deux sont assez agréables, mais j'ai jamais vraiment trouvé comment positionner ma main. C'est-à-dire que si je positionne mon pouce bien à l'arrière dans le renfoncement, à ce moment-là, mes doigts sont trop bas à l'avant. Donc finalement, j'utilisais soit l'un, soit l'autre, et j'ai pas trouvé de prise en main idéale. Globalement, au niveau de la prise en main, c'est quand même un appareil photo qui est assez gros, et on n'a pas beaucoup de place pour mettre les doigts, là c'est vraiment limite, donc j'ai pas trouvé que la prise en main était excellente.
Le repousse-pouce à l'arrière est assez sympa dans certaines positions. La molette de compensation d'exposition sur le haut est bien placée, elle est agréable à utiliser, elle est très légèrement renfoncée, ce qui fait qu'on la tourne pas trop par erreur. Mais par contre, quand on a besoin de tourner, elle se tourne assez facilement, c'est agréable, il n'y a pas de souci là-dessus. Et bien comme d'habitude, de -3 à +3 avec une position personnalisée qui permet de régler avec un autre bouton. Au-dessus, on a aussi la molette de réglage de l'ouverture. Donc pour la tourner, il faut appuyer sur le bouton, puis tourner la molette. Contrairement au XT3 où c'est le bouton du dessus et un bouton de verrouillage. Donc c'est un peu déroutant quand on passe de l'un à l'autre, il faut changer ses habitudes. Personnellement, je préfère le fonctionnement du XT3, puisque sur le X Pro 3, c'est quand même pas évident, surtout quand on est sur le viseur, d'appuyer avec l'index et de tourner avec 2 autres doigts, c'est vraiment pas très confortable. Je préférerais un verrouillage d'un coup sur le bouton, puis ensuite on tourne et à la fin on reverrouille. Pour régler les ISO, il faut soulever un petit anneau autour de la molette et ensuite tourner pour régler les ISO. Là, le réglage est vraiment très lent et honnêtement, c'est assez désagréable à tourner. Ça ne va pas déranger plus que ça, puisque le plus souvent je suis en ISO automatique, mais à l'usage, si on a vraiment changé les ISO à la main, à mon avis, c'est un peu pénible. Au niveau des boutons, on a un bouton AEL, AFL qu'il est possible de personnaliser, qui se trouve au-dessus de l'écran. Donc là, il est ici, et pour moi, il est un peu loin du pouce. C'est-à-dire que si on tient l'appareil photo comme ça, il faut aller hop jusqu'à là, c'est quand même assez difficile. L'autre bouton Drive qui est à côté, c'est encore pire, il est vraiment trop loin pour être utilisé. Donc du coup, quand on veut changer le Drive, il faut sortir l'appareil photo, appuyer sur Drive, mais là, on n'a pas l'écran, du coup, il faut d'abord ouvrir l'écran et là pouvoir le bouton Drive. L'autre solution, c'est quand on appuie sur le bouton Drive, il passe en viseur électronique et là, on peut régler tout ça dans le viseur électronique. Et moi, je préfère vraiment régler ça sur un écran. Les molettes avant et arrière sont elles plutôt bien positionnées et assez agréables à utiliser. On a un bouton à côté du déclencheur en haut qui lui est assez pratique, assez accessible avec l'index. Il y a 2 autres boutons qui sont situés au niveau du pouce, un bouton personnalisable ici et le bouton Quick Menu ici. Quand on a le pouce qui est calé ici, si on bascule sur ces boutons, c'est assez difficile de garder bien en main l'appareil photo. Il faut un peu plier le pouce pour y accéder, c'est vraiment pas très confortable. Pour moi, le gros problème d'ergonomie, c'est que par rapport à XT3 ou même par rapport à X Pro 2, on perd les 4 touches de direction auxquelles on pouvait affecter 4 raccourcis. Donc finalement, on perd 4 raccourcis. Techniquement, on peut toujours affecter des raccourcis via des gestes tactiles, mais comme l'écran est masqué la plupart du temps, on peut pas. Donc globalement, sur la prise en main, pour moi, il a pas mal de petits défauts qui fait que pour un appareil photo de ce niveau de gamme, c'est assez décevant. Quand l'écran arrière est replié, on se retrouve avec un petit écran arrière de contrôle qui par défaut affiche la simulation de film Fuji, la balance des blancs et les ISO. L'autre option, c'est de le paramétrer sur différents paramètres qu'on peut configurer, donc on peut afficher à peu près tout ce qu'on veut, c'est assez paramétrable. Il y a aussi une config différente entre photo et vidéo, ce qui est assez pratique. Le gros problème de cet écran, c'est qu'il n'est pas du tout rétro-éclairé, donc dans beaucoup de situations, j'ai trouvé peu lisible. Dès qu'il fait sombre, j'ai trouvé les boutons physiques bien plus lisibles pour la plupart des paramètres. Il faut savoir que l'écran est tout le temps actif, que ce soit allumé ou éteint. C'est un écran à basse consommation, donc c'est pas censé réduire la durée de vie de la batterie. Personnellement, j'ai trouvé ça assez perturbant, puisque quand on regarde l'appareil photo par derrière, on peut pas savoir s'il est éteint ou allumé. J'ai trouvé ce petit écran de contrôle assez inutile, puisque d'abord souvent il est illisible, et ensuite il affiche peu d'infos. Des infos qu'on peut retrouver facilement sur les molettes. Soit on l'utilise pour la simulation de film, et c'est rigolo, mais on la change pas souvent, donc finalement on ne la regarde pas. Soit on veut changer entre les différentes simulations de film, mais dans ce cas-là, on veut avoir un contrôle, à mon avis, sur ce qu'on shoot. Dans ce cas-là, on utilisera plutôt soit l'écran, soit le viseur électronique. Soit on l'utilise pour afficher les paramètres, mais comme il est peu lisible, on peut retrouver la plupart des paramètres directement sur des molettes, ou encore une fois, dans le viseur. Donc pour moi, cet écran, c'est vraiment gadget, c'est vraiment inutile. Ensuite, sur l'écran dépliable, donc on se trouve à l'arrière et qu'on peut sortir comme ceci, soit en mode horizontal, soit carrément en mode vertical. Au niveau de ses points positifs, j'ai trouvé que c'était plus rapide à sortir quand on veut shooter à la ceinture que celui d'un XT3. Il suffit de déplier d'un coup et là on peut shooter à la ceinture. Il est très beau, bien défini, super réactif, vraiment c'est un très bon écran. Bon, ce qui est dommage c'est comme il est très souvent replié, on n'en profite pas trop. On peut l'utiliser donc déplié jusqu'en bas comme ça, on va se retrouver comme ça à shooter et à tenir finalement l'écran avec la main comme ça, quasiment comme un grip. C'est finalement assez agréable de shooter comme ça, on shoot au viseur et ensuite on peut regarder sur l'écran. C'est une habitude à prendre, par contre en termes de fragilité, je suis pas fan du truc. On se retrouve donc comme ça, ce qui est finalement pas très différent que l'écran du X Pro 2, simplement il est décalé vers le bas. Au niveau des points négatifs, par contre, il est impossible avec le X Pro 3 de shooter facilement au-dessus d'un muret, au-dessus d'une barrière. Donc si on veut shooter en hauteur comme ça, avec l'appareil photo, on peut pas orienter l'écran vers le bas de façon à le voir. Pour pas mal de situations, ça m'a embêté. Quand j'ai fait des tests, je me suis retrouvé plusieurs fois à vouloir shooter par-dessus un muret, par-dessus une barrière, par-dessus des gens, etc. J'ai pas pu regarder l'écran, donc j'ai pas pu faire la photo. Il n'est pas orientable dans l'autre sens, donc si on shoot en vertical en haut ou en vertical en bas, ce qui m'est arrivé plusieurs fois de vouloir faire des portraits finalement, de shooter au niveau de la taille, mais en vertical, on peut pas non plus l'orienter dans ce sens-là, donc on est bloqué. Pareil, quand on veut faire une photo, par exemple comme ça, il n'y a pas moyen d'orienter l'écran vers le bas,
afin de le voir. Enfin, le problème, c'est que si on se sert du quick menu, on est obligé de s'en servir soit au viseur, soit à l'écran. Donc, quand on a besoin de régler un réglage en passant par le quick menu, on va devoir déplier l'écran, appuyer sur le bouton Q et se retrouver là-dedans. Ou alors, appuyer sur le quick menu et se retrouver dans le viseur électronique. Au niveau du viseur, donc ça c'est le gros sujet évidemment du X Pro 3, donc on va passer un peu de temps dessus. Alors son fonctionnement, on a donc un viseur de ce côté-là optique et on voit de l'autre côté. Il faut bien se rendre compte que quand on a l'œil dans le viseur, on va voir l'objectif en bas à droite. En plus, comme on n'est pas exactement sur l'axe optique, on va avoir un décalage de parallaxe, c'est-à-dire que ce qu'on va voir dans le viseur n'est pas exactement ce qu'on va voir dans l'objectif. Donc à courte distance, c'est très problématique. Dès qu'on s'éloigne un peu, ça va créer simplement un léger décalage. Le viseur, c'est donc une focale fixe qui est différente, qui est indépendante finalement de ce qu'on met comme objectif. En plus de la vue optique réelle, on va avoir donc une image qui va afficher les informations classiques de l'appareil photo, ainsi que le cadre réellement qu'on va avoir en shootant. Ce cadre est réellement utilisable de 23 mm jusqu'à 50 mm au maximum. Mais finalement, à 23 mm, il y a quasiment équivalence entre ce qu'on voit dans le viseur et ce que voit l'objectif. Donc pour moi, c'est plutôt à partir de 24 mm que c'est utilisable, ce qui est finalement assez dommage puisque Fuji a une très bonne focale fixe à 23 mm. Ensuite, à partir des focales 40, 45, 50, on va avoir effectivement un cadre qui va être assez précis, mais qui va être tout petit dans le viseur. Donc du coup, ça va être difficile de précisément cadrer. Mais surtout, le point de mise au point va être dans ce cadre-là. Donc la mise au point va être vraiment approximative. J'ai pas réussi à avoir une mise au point précise en utilisant le viseur optique à 45-50 mm. J'ai par exemple essayé mon 50-140 sur le X Pro 3 et c'est vraiment inutilisable avec le viseur optique. D'une part, comme l'objectif est très gros, il va masquer vraiment un quart de l'image en bas à droite, donc on rate quand même une grosse partie de l'image. Et d'autre part, on ne peut pas viser précisément, c'est inutilisable. Dans tous les cas, on a aussi la possibilité d'afficher en bas à droite une petite partie du viseur électronique pour faciliter la mise au point. Vraiment, l'intérêt du viseur optique, c'est pour les focales intermédiaires, donc je dirais plutôt de 24 à 35, où là, effectivement, on a une vision plus large de la scène et on peut cadrer précisément en voyant ce qui va arriver dans la scène et ce qui va en sortir. À part ça, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd en utilisant le viseur optique? Donc tout d'abord, ce qu'on gagne, c'est qu'on va avoir une vision réelle, directe de la scène. On ne regarde pas un écran, on regarde la réalité à travers ce petit trou. Donc c'est vraiment agréable. C'est moins fatigant pour l'œil. On va aussi avoir zéro blackout quand on fait des rafales. On va viser avec le viseur optique, faire une rafale. Pendant qu'on fait la rafale, on perd pas du tout la vision, même pas un très léger clignotement noir. C'est très agréable. Alors, qu'est-ce qu'on perd? On va perdre principalement, et le plus gênant pour moi, c'est un cadrage précis. Dans la mesure où le cadre réel dépend de la distance du sujet, au moment où on va faire la mise au point, le cadre peut légèrement bouger, et donc on aura une mise au point toujours un petit peu approximative. On va perdre finalement tout ce qui est JPEG au sens large, c'est-à-dire balance des blancs, simulation de film, compensation d'exposition, tout ça, on va voir la scène telle qu'on la voit avec nos vrais yeux. Le plus gênant là-dedans, c'est surtout la compensation d'exposition, puisque je m'en sers énormément. Quand je veux régler une photo, si je vois que la photo à l'écran est trop sombre ou trop claire, hop, on tourne la molette et on peut régler le problème. Un truc tout con, mais on perd aussi l'info de est-ce qu'il y a le bouchon ou pas sur l'objectif. Encore une fois, vu que c'est une vision à part de la vision de l'objectif, je peux très bien mettre le bouchon. Là, pour moi, tout est normal, j'appuie, et là je me dis, tiens, il y a un truc bizarre, pourquoi c'est si long? Et oui, effectivement, il est en train de prendre la photo avec le bouchon. Bon, c'est un détail, mais ça m'est arrivé 2-3 fois de prendre des photos avec le bouchon. Enfin, dernier truc, et pas des moindres, en viseur optique, on perd la détection des visages et le mode suivi. Donc au niveau de l'autofocus, on perd quand même pas mal d'options. Bien sûr, il y a toujours la possibilité de basculer sur le viseur optique classique pour retrouver la détection de visage et le tracking, pour tout ce qui est téléobjectif ou ultra grand angle, puisque téléobjectif, on va voir à travers l'objectif, et ultra grand angle, pareil, on pourra cadrer précisément, ce qui est souvent utile avec un ultra grand angle. Au final, sur le viseur optique, donc je me suis vraiment forcé longtemps à l'utiliser dans le cadre du test, et j'étais vraiment pas convaincu. D'abord, parce qu'il a une plage focale utile qui est quand même très limitée. Pour moi, c'est de 25 à 35, 40 max. Voilà, donc on est vraiment sur une petite zone de focale, à part avec une focale fixe 35 mm, même avec un zoom, on se retrouve à basculer entre le viseur optique et le viseur électronique régulièrement. D'autre part, ce qui m'a le plus gêné, c'est que le point de focus soit imprécis. C'est-à-dire qu'on ne sait pas vraiment à l'avance où va se faire la mise au point. Il y a toujours un léger décalage qui fait que si on est en mode focus sur un point précis, il y a une bonne chance que ça rate. En mise au point manuelle, en particulier si on est à l'hyperfocale, c'est assez agréable. On sait à peu près quel est le cadre de la mise au point. Cela dit, on sait à peu près, donc il y a toujours un petit doute. Donc ce que je faisais à chaque fois, c'est que je prenais ma photo et du coup j'étais obligé de déplier l'écran pour regarder et me dire ok, est-ce que j'ai bien pris une bonne photo? Est-ce qu'elle est bien cadrée comme j'imaginais qu'elle était cadrée? Il y a quelques années, je suis passé du réflexe
à l'hybride, et donc du coup il y a eu un petit temps d'adaptation pour perdre la vision directe qu'on avait avec le réflexe pour m'adapter à l'écran de l'hybride. Mais au global, on y gagne tellement qu'aujourd'hui je préfère le viseur électronique à la visée réflexe, et en dernier pour moi c'est le viseur optique comme celui-là qui a vraiment beaucoup de défauts et pas beaucoup d'avantages. Par contre, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le fait d'avoir le nez sur le côté. C'est très agréable de ne pas écraser son nez sur l'écran quand on shoot. Dans le cadre de mon test, j'ai utilisé le X Pro 3 principalement pour de la street photographie, de la photo de rue, puisque c'est vraiment pour ça qu'il est dédié. Pour moi, en photo de rue, j'aime bien vraiment soigner mon cadrage et soigner mon exposition. Et donc pour ça, je suis rapidement basculé sur le viseur électronique ou l'écran. J'ai beaucoup joué avec les simulations de films, et vraiment, il y en a qui sont très chouettes, les simulations de films Fuji, notamment la nouvelle, la classique NEG, elle est vraiment très chouette. Mais là, il y a un petit peu un paradoxe. Les simulations de films, c'est intéressant de basculer, tester, etc. Mais ça, on peut pas le voir via le viseur optique. Donc du coup, je m'en suis assez peu servi. En plus, le cadrage est approximatif, donc ça veut dire qu'il va falloir passer au post-traitement pour recadrer les images. Donc certes, on peut recadrer des JPEG, mais tant qu'à passer par l'étape post-traitement, autant faire le post-traitement complet. Donc pour moi, il y a un petit peu un paradoxe avec ce X Pro 3, le fait d'avoir beaucoup de simulations de films, beaucoup de travail possible sur les JPEG, mais on le voit pas dans le viseur. Donc en plus, comme le cadrage est un petit peu approximatif, il va de toute façon repasser par le post-traitement. J'ai trouvé l'écran assez pénalisant et assez restrictif. Pour moi, de loin, les écrans les plus pratiques, c'est les écrans sur rotule qu'on peut mettre sur le côté à la Canon, et on peut basculer dans tous les sens, ça donne vraiment une grande liberté. Si on veut pas l'écran, on peut le replier. Si on veut avoir uniquement des infos dessus et pas l'image, on peut aussi l'afficher. Donc voilà, donc pour moi, c'est vraiment le meilleur écran. Ensuite, il y a les écrans à la X-T3, donc orientables dans deux directions. On s'en sort avec, on peut notamment shooter à vertical, à horizontal, etc. C'est un peu moins pratique qu'un écran sur rotule, mais ça va. Et en dernier, pour moi, il y a l'écran du X Pro 3 qui a vraiment trop d'inconvénients. En conclusion, pour qui est fait ce X Pro 3 ? Le plus simple, c'est d'abord de répondre à la question pour qui il n'est pas fait. Il n'est pas fait clairement pour les vidéastes, puisqu'on a tout intérêt à partir sur un X-T3 à ce moment-là. Et même quelqu'un qui ferait un mix entre photo et vidéo aurait aussi intérêt à partir sur le X-T3 qui est beaucoup plus polyvalent. Pour quelqu'un qui voudrait utiliser l'appareil photo sur un trépied, le fait de ne pas pouvoir sortir l'écran est quand même un gros inconvénient. Pour les photographes de paysage ou pour n'importe qui utilise l'appareil photo sur un trépied un peu haut, l'écran ne peut pas se déplier plus que l'horizontal, donc du coup, ça va être un peu inutilisable. Par exemple, pour moi, clairement, je ne pourrais pas m'en servir au niveau professionnel. Finalement, les deux vrais gros arguments du X Pro 3, c'est son viseur sur le côté. Personnellement, ça, j'ai vraiment beaucoup apprécié, en viseur électronique par contre, mais c'est très agréable de pouvoir shooter. On peut ouvrir l'autre œil, donc là j'ouvre cet œil-là, je vois un petit peu la scène et hop, je shoot, je change d'œil. Ça permet d'avoir une vision plus dégagée que quand on a le nez collé sur l'écran. Le deuxième argument, c'est le viseur optique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut essayer, qu'il faut tester longtemps. Il y a des gens qui vont adorer, qui vont accrocher, il y a des gens qui vont pas du tout accrocher. Moi, je fais partie de la deuxième catégorie, j'ai vraiment beaucoup testé, je me suis forcé et j'ai pas accroché. Pour moi, il y a beaucoup trop d'inconvénients par rapport aux quelques avantages que ça procure. Et si vraiment on est fan du viseur optique, clairement le X Pro 3 est un bon appareil photo, mais ayez en tête aussi que le X Pro 2 a pour moi, pour les focales que j'utilise, un viseur optique qui est meilleur. Donc ça reste quand même une option. Face à ces arguments au niveau du viseur, il faut voir à côté tout ce qu'on perd en termes d'ergonomie, en termes de polyvalence et tout simplement en termes de prix. Donc si vraiment le viseur optique c'est votre truc, alors à mon avis il faut plutôt partir sur un X Pro 2 qui est encore tout à fait utilisable, qui a beaucoup de qualité. Sinon, si vous voulez partir sur la dernière génération, pour moi le X-T3 est vraiment le plus polyvalent. Il pourra faire quasiment tout aussi bien que le X Pro 3. Donc clairement le X Pro 3 reste un très bon appareil photo, mais il a quand même des défauts assez marqués pour moi. Si on ajoute à ça le prix, pour moi le compte n'y est pas. Enfin, avec son positionnement un peu bizarre qui rappelle par certains aspects le X-H1, à mon avis, il peut être intéressant aussi d'attendre un petit peu. Il risque d'avoir rapidement une baisse de prix si vraiment vous pensez que le X Pro 3 est fait pour vous. J'espère que ce test du X Pro 3 vous aura plu, qui répond à toutes vos questions sur l'appareil photo. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt. Bonne photo, ciao!